Bonjour chers amis, nouvelle vidéo ce matin, voilà comme il se doit, le plus possible en tout cas, autant qu'il dépende de moi, hein, et de vous aussi, de vos réactions, parce que bon, si vous n'interagissez pas, je risque de sauter un jour ou deux sans faire de vidéo, ce serait dommage parce que le sujet, je trouve, enfin, je ne sais pas quelle est votre opinion, votre avis en vaut la peine au sujet de l'histoire des rois, de l'Hexagone ou du pays des Francs, si vous préférez, ou pays des fromages, comme je dis habituellement. J'espère que vous allez bien, chers amis, en ce début de semaine. Donc, pour moi, c'est lundi, vous, ce sera mardi lorsque vous écouterez et projetterez cette vidéo. Donc, j'espère que vous serez nombreux, et nombreuses, bien sûr, évidemment. J'oublie pas les dames, les demoiselles. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont là depuis le début, ou si c'est déjà fait, bon, ben écoutez, faites passer le mot. Pour les nouveaux et les nouvelles, ben, abonnez-vous. Partagez cette vidéo, faites des commentaires surtout entre vous ou alors avec moi-même. Je serai votre serviteur à votre écoute et je serai heureux d'échanger avec vous. Autant que les questions ou les remarques soient dans le sujet, hein, ou dans les sujets traités, parce qu'il y en aura 2 ou 3 aujourd'hui. Hein. Il y aura un peu l'histoire des rois, mais il y aura aussi un peu d'actualité. Comme vous le savez, hein, il y a en ce moment des mouvements. Bon, alors mettez un like, un pouce en haut, en bas. Partagez, je l'ai dit, puis activez la clochette. Voilà, ça coûte rien, ça prend quelques secondes. Alors nous allons tout de suite passer au vif du sujet. Il s'agit ici, c'est quoi ça? Non, ça c'est moi, d'accord. Ok. Alors où je l'ai mis là, le sujet? Voilà, on va passer à l'histoire de nos rois. Alors bien sûr, je partage avec vous l'écran, ça me paraît nécessaire et évident. Enfin, normalement. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Louis III, roi des Francs, bien sûr, ça vous l'aurez bien compris. Tout d'abord, on va faire son parcours, on va voir son parcours. Alors là, c'est une victoire, je ne sais pas pourquoi ils mettent ce tableau en premier, c'est bien. C'est un joli tableau, d'ailleurs, regardez. Vous voyez? Une bataille, alors c'est quoi ça? C'est les grandes chroniques de France, illustration. Bon, j'arrive déjà pas à lire, ça commence bien. Alors, victoire de Louis III et Carloman II, donc son frère peut-être, hein, sur les Vikings en 879. Illuminure de Jean Fouquet, Ormand, c'est ça, Ormand, un manuscrit des grandes chroniques de France vers 1455-1460. Oui, victoire sur les Vikings, ça, je ne suis pas très sûr, mais bon, je ne vais pas mettre en cause la version donnée par Wikipédia, il faut que je vérifie. Alors, roi des Francs, France occidentale, évidemment, là, c'est pas toute la France hein, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou telle qu'on l'a connue après les Carolingiens. Nous y reviendrons. 11 avril 879, 5 août 882, 3 ans, 3 mois et 25 jours, avec Carloman II, je l'ai dit. Hein. Couronnement 4 septembre 879 à Ferrières en Gâtinais. Oh, c'est joli comme nom. En Gâtinais, c'est une commune française située dans le département du Loiret, en région Centre-Val de Loire. Très beau, très joli nom. Alors, prédécesseur Louis II, bien sûr, et successeur Carloman II, apparemment son frère, hein, il semblerait. Ouais. Voilà, alors dynastie, bien sûr, carolingien, date de naissance entre 863 et 865, date de décès 5 août 882, lieu de décès Saint-Denis en Francie occidentale, père Louis II, je l'ai dit, et mère Ansgarde de Bourgogne, pardon. Alors voilà un petit peu la cour identité, enfin le cours titre que, enfin les titres que ce roi
que nous avons quoi, en fait, voilà. Alors Louis III, donc je l'ai dit pour la naissance, c'est un roi franc de 879 à 882. Il règne sur la France occidentale aux côtés de son frère cadet Carloman II, je l'ai dit, qui lui survit et règne seul après sa mort. Alors c'est des rois diminués, je ne sais pas pourquoi. Alors Louis III est le fils de Louis II, bon, dit le bègue, donc son père, hein, et d'Ansgarde de Bourgogne. Il est désigné comme seul successeur par son père, qui le place sous la garde de Bernard d'Auvergne, associé à Hugues, abbé de Boson ou Bosson de Provence. Alors, je connais pas Boson de Provence, hein. Je suis pourtant de la région. Je suis de la région, mais là je connais pas. Ah mais c'est un... Ah non, non, c'est un monarque, oui, pardon. Oui, excusez-moi, c'est pas une ville. Oui, je me disais aussi, c'est bizarre. Alors, en septembre 1879, grâce au soutien des grands de Francie, occidentale, dont Bernard d'Auvergne, sûrement un religieux, je suppose, non, un chevalier. C'est un seigneur d'époque, d'accord, bon, ben, très bien. Hugues Abbé de Boson, on l'a dit, hein. Non, c'est son nom, hein. Hugues Abbé Boson de Provence, pardon. Et Théodoric de Vergy est, est une grande famille du Moyen Âge, originaire de Bourgogne. D'accord, bon, ben, parfait. Le couronnement et le sacre de Louis III et de son frère cadet Carloman II sont célébrés. On n'a que le gisant de son frère cadet, lui. Sont célébrés en hâte dans l'église abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul de Ferrières, c'est où ça est une abbaye bénédictine française située à Ferrières en Gâtinais dans le département du Loiret, d'accord, bon. Près de Montargis, d'accord, par l'archevêque de Sens, qui était un moine bénédictin. Enfin, l'héritage de Louis II est partagé en mars 1880 à Agnières. Non, à Amiens. Oh, j'arrive pas bien à lire encore ce matin. Louis obtient la Neustrie et la Francie, tandis que son frère Carloman reçoit l'ouest de la Bourgogne, l'Aquitaine et la Septimanie. Alors, la Septimanie, il faut que je sache, c'est la province de Narbonne, d'accord. Vous voyez, la Septimanie est une province de Narbonne, donc un pays d'Oc, ou un pays... Oui, c'est ça. Oui. Les deux frères parviennent à exclure Hugues, qui c'est Hugues ou Hugo, né en 855 et 860, mort, d'accord, la vie de Pan, est un fils illégitime de Lothaire II, premier roi de Lothaire. Bon, fils illégitime de Lothaire II, il se répète un peu, de toute prétention successorale à la royauté. Bon, alors pour prouver pour pouvoir faire face aux Normands, les deux frères sont obligés de négocier avec leur cousin Louis III le Jeune, roi de Francie orientale. D'accord. Qui revendique la Lotharingie occidentale acquise en 870 par le traité de Mersenne. Alors ça, le traité de Mersenne, c'est où ça? C'est pas chez nous, hein, c'est pas... Oui, d'accord. Louis de Germanique, d'accord, bon. Au début de l'année 880, ils sont contraints de la lui céder en signant le traité de Ribemont. Ribemont, hein, décidément. Il a un traité signé à Ribemont, enfin, en Germanie, donc d'accord. Alors, ils doivent également lutter pour la Bourgogne, disputée par leur grand-oncle Boson. Voilà. Ouais. Ok, on avait vu ça. Boson ou Boson de Provence est un monarque
Lotharingien, d'accord. Qui s'est fait élire roi du royaume restauré de Bourgogne, incluant la Provence. En août 880, les deux frères marchent contre lui et arrivent aux portes de la ville de Mâcon. Les troupes de Boson sont vaincues lors de la bataille de Crèche-sur-Saône. C'est une commune, d'accord, en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Et les Carolingiens récupèrent le comté de Mâcon, mais ne réussissent pas à prendre Vienne de force. Alors, lutte contre les Vikings. Le 30 novembre 879, les deux frères remportent une éclatante victoire sur les Vikings, arrivés jusque sur la Vienne. Voilà les médaillons. Voilà, je l'ai dit, on voit pas grand-chose. Ah, c'est le denier de lui. D'accord, je crois que c'était les signes des Vikings, oui, évidemment. Alors, en août 881, Louis III l'emporte sur l'envahisseur à la bataille de Saucourt en Vimeux, d'accord, où près de 8000 Vikings périrent. Cette victoire connaît un retentissement important. Elle est immortalisée par le Ludwigslid, d'accord, est un poème écrit en vieux haut allemand en l'honneur de la victoire de l'armée franque de Louis III de France sur les dames vikings le 3 août 881 à Saucourt en Vimeux, en Picardie. Bon, continuons. Donc ils périssent, d'accord. Elle est immortalisée par je l'ai dit, ou chanson de Louis, un poème en vieux haut allemand, probablement écrit peu après la bataille. Bon, admettons, un règne très court en effet. Louis III meurt le 5 août 882, âgé d'environ 18 ans, disons. Sans alliance et sans postérité, il se fracasse le crâne contre le linteau d'une porte trop basse et tombe de cheval, alors qu'il poursuivait la fille d'un certain Germont, qui courait se réfugier dans la maison de son père. La chronique de l'abbaye de Saint-Riquier attribue cependant la mort de Louis III à la rupture d'un vaisseau sanguin qui s'était produit durant sa victoire contre les Normands à la bataille de Saucourt en Vimeux. Alors vous voyez, c'est les Normands, c'est pas les Vikings déjà. Enfin bon, admettons qu'il fut viking. Son corps est inhumé à Saint-Denis. Son frère Carloman II devient le seul roi de Francie occidentale. Voilà, bon, voilà, et après c'est les notes. Alors je vais vous montrer le portrait de ces deux rois. Enfin, d'abord, frère aîné ici, Louis III, donc, et ici Carloman II, qui prendra sa place, bien entendu. Voilà, chers amis. Bon, c'est pratiquement fini, si j'ose dire, en ce qui concerne la vie de Louis III, roi des Francs. Donc on a dit, règne très court, bon, il n'y avait pas grand-chose à s'attendre dans le parcours de sa vie. Donc voilà, alors maintenant nous venons sur quelques sujets d'actualité, si vous le voulez bien. Alors, bon, je passerai les élections en Ile-de-France où LFI a été battue au premier tour. Ça, c'est des trucs, bon, un peu. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, je me disais bien, j'avais mis quelque chose autre que. Voilà. Attendez, on va un petit peu. Alors pour l'instant, vous ne voyez rien, si, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah écoutez, on va mettre ça directement. Et comme ça je passe rapidement. Alors, bon, je passerai sur l'affaire Candace Owens concernant le couple présidentiel de notre pays, où, paraît-il, d'après ce que dit Jim Leveilleur, que je remercie, que je salue d'ailleurs, je passerai pas sa vidéo, elle est intéressante. Je vous invite à aller sur son site, ou plutôt sa chaîne YouTube, donc Jim Leveilleur.
Et là, vous allez apprendre des choses que je vous laisse découvrir, parce que ça vaut le pesant d'or. Alors, il pose la question, je le cite, hein, si tu me permets, Jim, hein, je te cite à peu près ce que tu dis dans ta vidéo. Ou ce que vous dites, pardon, je vous vois parce que je n'aime pas trop, on ne te connaît pas beaucoup encore. Pardonnez-moi si je vous ai un peu tutoyé au départ, c'était pas mon intention. Voilà, je voulais citer un petit peu ce que vous avez dit. En fait, il pose la question. Il dit, mais si le couple présidentiel, ou surtout celle qui est visée, ben, c'est Brigitte Macron, posant la question, si vous avez un frère, eh ben, pourquoi ne vous produisez-vous pas sur une chaîne de télévision ou une chaîne de radio où vous le faites intervenir en disant, bon, écoutez, ça suffit, voilà ma sœur, et vous, voilà mon frère, je vous le présente, il s'appelle, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, son frère d'ailleurs, c'est celui qui est dit comme frère, hein. Alors voilà, arrêtons un petit peu les frais. Non, alors au lieu de répondre directement aux questions, ils font des attaques. C'est quand même étrange. Moi, je suis quelqu'un, comme dit Jim Leveguer, je suis quelqu'un, je m'appelle, mettons, Carole. Et tout d'un coup, on me dit, non, 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 c'est pas Carole, ça, c'est Monsieur Raymond. Raymond Dupin, par exemple. Ah bon? Ben, moi, si je m'appelle Carole, je me manifeste, hein. Bon, écoutez, voilà, je m'appelle bien Carole Dupin, et non pas Raymond Dupin. Donc, voilà, j'ai la preuve, voilà mon frère, voilà, Raymond Dupin, mon frère, dis-leur qui tu es. Voilà, vous comprenez? Question, réponse. Bon, après, voilà. Alors maintenant, d'autres faits d'actualité. Voilà, ici, Bernard Arnault s'en prend à Emmanuel Macron. Alors là, je vais vous faire un tout petit peu écouter, peut-être, ça vaut le pesant d'or. Regardez, écoutez bien. Écoutez bien. Vous n'allez pas être déçus, chers amis. Ça, c'est concernant la taxe que le gouvernement s'apprête à faire appliquer aux grosses entreprises de notre pays. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va parler d'un véritable coup de tonnerre dans le paysage économique français. Bernard Arnault, PDG de LVMH, a littéralement atomisé le gouvernement Macron avec des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi ce coup de gueule pourrait marquer un tournant pour l'économie française. Le mardi 28 janvier, lors de la présentation des résultats annuels de LVMH, Bernard Arnault a dénoncé frontalement le projet du gouvernement d'augmenter les impôts sur les grandes entreprises françaises. Cette surtaxe, qui relèverait d'environ 40% le taux de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a été qualifiée par Arnault de taxe sur le Made in France et il n'a pas mâché ses mots. Écoutons ce qu'il a dit. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, à peine croyable. On va taxer le Made in France. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Cette surtaxe, censée être temporaire selon le gouvernement, devrait rapporter 8 milliards d'euros en 2025. Mais Bernard Arnault n'y croit pas et a précisé en marge de la conférence « Personne n'y croit une fois qu'on a augmenté les impôts de 40%, qui va les baisser de 40%. » Le contraste avec les États-Unis, où Bernard Arnault vient d'assister à l'investiture du président Donald Trump, est saisissant. Il souligne aux USA, les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. Mais ce n'est pas tout. Bernard Arnault a également pointé du doigt un problème encore plus profond, la bureaucratie française. Écoutons-le. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie, bon, voilà. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Face à cette situation, l'homme d'affaires envisage de privilégier l'implantation d'ateliers à l'étranger, notamment aux États-Unis. Nous sommes fortement sollicités par les autorités américaines, a-t-il. Voilà, chers amis, je voulais pas la mettre entière cette vidéo, je vous laisserai aller sur c'est F3, je sais pas, je connais pas cette chaîne. Alors j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que on parle beaucoup dans notre pays
d'encouragement des entreprises, de ceux qui veulent s'installer. Puis en même temps, dès qu'ils commencent un peu à gagner un chiffre d'affaires, vous voyez, on les taxe, on les surtaxe. Alors non, faut pas non plus, faut arrêter de prendre les gens pour des gogos, quoi. Hein. Il faut soit taxer complètement toutes les entreprises et puis tout le monde va partir. Et c'est ce qui va se passer certainement si ça continue. Alors, et dans le même temps, on nous fait contre les paysans, on nous l'a fait à l'envers aussi, c'est-à-dire que les paysans de notre pays, de l'Hexagone, et puis européens en général, vont souffrir devant l'accord que Madame van der Leyen, qui n'est pas nommée, hein, enfin qui n'a pas été élue, je veux dire, elle a été nommée, face à des eurodéputés qui ont été élus par les 27 pays membres de l'Europe, on va dire, hein, de Bruxelles. Donc vous avez voté, peut-être vous, chers amis. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, van der Leyen, Madame van der Leyen et son comité, son bureau, je ne sais pas quoi, enfin son entourage, n'ont pas été élus. Hein, ils ont simplement été nommés. Voilà. Ça veut dire qu'on ne demande pas votre avis, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, elle a imposé le marché du Mercosur. Mercosur ou Mercosur? Non, Mercosur, je crois. Alors, qu'est-ce que le marché du Mercosur? Je vais vous le donner en mille. C'est un nouvel accord sur le dos des paysans de notre pays d'abord, puisque nous sommes ici dans l'Hexagone, c'est de là que je fais mon émission. Et en même temps, ils veulent nous faire venir les produits bon marché, pas chers, et puis avec beaucoup moins de contrôle que chez nous, à savoir des pays que sont le Brésil, le Mexique, je ne sais plus le Chili, je crois, enfin en tout cas les pays d'Amérique du Sud, comprenez. Pourquoi faire un marché? Et puis non seulement ils ne se contentent pas d'avoir signé le marché du Mercosur, mais en plus ils vont leur filer plus d'1 milliard d'euros de subventions pour pouvoir les faire prospérer. Enfin, je ne sais pas trop, mais en fait, ils leur donnent de l'argent pour qu'ils puissent plus aisément faire importer les produits chez nous, en Europe. Et puis, bien sûr, dans chaque pays membre, dont l'Hexagone, le pays des fromages, vous voyez. Et pendant ce temps-là, nos petites entreprises crèvent, elles meurent, et nos paysans, ben voilà, ils se suicident, certains d'entre eux se suicident, d'autres ils mettent la clé sous le paillasson, ils font autre chose, ou ils tombent dans la pauvreté, voilà. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Maintenant, je vais aller plus loin dans l'actualité. Hier dimanche, donc enfin hier pour vous, avant-hier, puisque c'est mardi pour vous, je vais vous faire écouter un homme qui aime la France. Écoutez bien, parce que beaucoup d'entre vous, peut-être pas vous qui m'écoutez, chers amis, mais beaucoup d'entre ceux qui habitent le pays des fromages ont voté pour lui lors des dernières élections présidentielles en 2022. Écoutez bien son discours. Écoutez bien, il s'agit de Monsieur Mélenchon. Est-ce que je peux le mettre en écran complet ? La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb, cette partie du pays est à nous. C'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Accueillir et intégrer les réfugiés dans les campagnes, une opportunité autant pour les territoires que pour leurs habitants. Voilà le message porté par cette brochure publiée ce mois-ci par la Direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Pour désengorger les villes, les réfugiés sont invités à s'installer dans les territoires ruraux afin de revitaliser les centres-bourgs et leur tissu social. Et là où je pense que nous avons, si nous savons l'organiser sur le territoire, une formidable opportunité, c'est que les années qui viennent seront des années de transition démographique. Donc, vous l'avez compris, sur ce sujet, il nous faudra mobiliser, à la fois changer nos règles, mais je veux qu'on mobilise aussi l'intelligence collective, et là-dessus, qu'entre nos régions, on puisse
crée un système de répartition bien meilleur, justement, de celles et ceux qui arrivent sur notre sol. Voilà, chers amis, un petit peu le programme fait par ces gens qui nous dirigent. Enfin, bon, Mélenchon ne nous dirige pas. Bon, il est pas élu, mais c'est le vœu. Vous voyez, c'est le vœu que souhaitait le président Emmanuel Macron. Donc, il n'y a pas de différence entre Macron, Mélenchon. Et je ne parlerai pas des autres, hein, je ne vais pas les citer parce qu'ils ne se sont pas prononcés à ce sujet, mais d'ailleurs ils se taisent. Ils se taisent, donc qui ne dit mot consent, n'est-ce pas? C'est bien connu. Alors dans le même temps, nous, chez nous, dans le pays de l'Hexagone, attendez, que je fasse un peu le ménage, non c'est pas ça. Voilà, je reviens. Alors dans le même temps, chers amis, le pays de l'oncle Sam, pour ne pas citer le pays, parce que YouTube n'aime pas tellement. Moi, mes vidéos, elles ne montent pas beaucoup, hein, elles sont ralenties, et je pense que même, je soupçonne que les vidéos n'apparaissent peut-être pas forcément à l'heure où je l'indique. Enfin bon, ça c'est une histoire. Alors, les États-Unis, voilà, je le dis, peu importe. Les États-Unis, dans le même temps, il baisse, voire Monsieur Donald Trump, il renvoie les immigrés qui sont pas légalisés, qui sont venus là, et puis qu'ils espèrent, entre guillemets, devenir citoyens américains. Eh bien, lui, il les renvoie. Il les renvoie. En tout cas, bon, il a fait un décret, il a signé un décret en ce sens. Et en plus, il met des taxes à ces pays particulièrement élevées, vous voyez, parce que justement, non seulement il veut que les produits importés sur le sol américain soient taxés, bien sûr, autour de 20%, je crois, et donc il les taxe davantage parce que en plus, ils envoient des gens que ces pays d'Amérique du Sud ne veulent pas, parce qu'ils ne produisent pas. Alors, ils les envoient aux États-Unis, comme ça, ils cherchent fortune là-bas. Donald Trump a dit non, vous retournez chez vous. Et en plus, pour cette raison, et pour d'autres aussi, bien sûr, une question aussi de protectorat du territoire américain, du marché américain. Enfin, d'abord, c'est America First, hein, comme disait M. Trump. Il veut d'abord produire américain et faire travailler d'abord les Américains. Bah oui. Alors, justement, cette immigration, il veut la renvoyer. Va-t-il le faire? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vis pas là-bas, je ne peux pas vous répondre. Mais ce qui est certain, c'est que les propos ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'Emmanuel Macron. Vous voyez, qui sont totalement à l'inverse. Nous sommes totalement à l'inverse des États-Unis. Nous, au contraire, il faut accueillir. Non, c'est pas qu'on doit, mais il le faut. C'est une nécessité. Il faut automatiquement accueillir tout le monde. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas. Alors, autrefois, c'était une main-d'œuvre étrangère d'emploi. Après, c'est devenu autre chose. Hein. Donc, ça veut dire que, voilà, il faut les accueillir. Bon, les États-Unis, non. Eux, non. Ils font de ce que nous, on appelle à tort de l'isolationnisme. Ils font de la préférence nationale, c'est tout. C'est tout. Ils protègent leur territoire, leur pays. Voilà, chers amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Après, à vous de vous faire votre jugement sur nos deux continents, à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Est-ce qu'il faut en accueillir plus? Est-ce qu'il faut en accueillir moins? Je ne sais. Moi, j'ai ma réponse, mais je ne vais pas vous la donner. Hein. Je sais pas, mon opinion importe peu. Ce qui est important de voir, c'est de parler des faits. Voilà, c'est tout. Voir les faits d'actualité et éventuellement... Bon, je vais retourner ici. Je vais voir ce que je peux trouver. Alors, où j'en suis là? C'est ça, voilà. Je remets un petit peu. Je vais voir si je trouve autre chose comme actualité. Je pense que non. Comment ça se fait que ça marche pas? Oh là là. Non, apparemment, je n'ai rien d'autre à vous donner. Je crois que, voilà, je l'ai montré. Alors, je remercie la chaîne Trend. Je vous montre, hein. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est là. Trend qui font de l'excellent travail aussi, de réinformation, de nouvelles, quoi.
de nouvelles qui sont assez fraîches, hein, elles sont de dimanche là. C'est vrai que je l'avais regardé avant et j'ai attendu avant de la poster, quoi. Voilà. Bon, après, moi je n'ai plus rien. Non, ben je crois que c'est bon, voilà. Ok, chers amis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet de l'actualité. Alors, pour la poursuite des rois de notre pays, eh bien, nous continuerons un peu plus tard, demain. Je pourrais faire 2 vidéos, mais je veux prendre un peu de temps, me promener. Là, il fait pas trop mauvais, apparemment. Bon, même si c'est souvent nuageux. Par contre, il fait très froid, hein, moins 1 degré ce matin. Enfin, bon, il y a plus froid ailleurs, peut-être chez vous. Hein. Moins 4, moins 10, moins 15, hein, je ne sais pas. En tout cas, ici, depuis plus d'1 mois maintenant, les températures, en tout cas de bonne heure, entre 6h et 7h du matin, avoisinent, oui, entre moins 5, moins 4. Là, c'est moins 1 ce matin. Là, ça va peut-être un peu monter. Peut-être qu'on est à 0 ou à plus 1, je n'en sais rien. Oui, bon, c'est l'hiver, mais... Alors, justement, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, mais ça, vous n'allez pas être surpris parce que vous me connaissez. En fait, je suppose que ce n'est pas c'est pas vraiment une exception, mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce que ce refroidissement depuis plus d'1 mois, un peu partout dans l'Hexagone ou même en Europe, je ne sais pas, sauf l'Espagne, où là il fait un peu meilleur, encore que ça dépend. Hein. L'Espagne du Nord, c'est un peu plus frais, je crois. En tout cas, l'Espagne du Sud, ouais, là c'est pas moins 1 degré, c'est plutôt 10, 15, 20, 30. Hein. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation ingénierique? Les chemtrails, le ciel couvert en permanence d'une couverture qui est en fait une couverture de pulvérisation. C'est pas des nuages, faut pas me raconter l'histoire. C'est pas des cirrus, c'est pas des cumulus, ni quoi que ce soit. Non, c'est une forme de pulvérisation avec des métaux qui reflètent l'énergie, la lumière du soleil pour la renvoyer vers l'espace. Comme je vous ai dit, hein, je vous ai expliqué ça hier dans la vidéo précédente. Et est-ce que les températures, justement ce qu'ils veulent, je pense, c'est les ingénieurs, enfin l'armée d'ingénierie, l'armée d'ingénieurs, ce qu'ils veulent, c'est refroidir la planète. C'est ça qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ne veulent pas, en fait, pour diminuer la population mondiale, est-ce qu'ils ne veulent pas justement mettre en place une ère glaciaire? Allez savoir. Allez savoir. Une ère glaciaire qui, je vous le rappelle, a eu lieu à plusieurs cycles de notre histoire, de l'histoire de cette planète, je parle là. Notamment, je crois, 12 000 ans avant l'ère commune, ou l'ère chrétienne, si vous préférez, ou l'ère de après Jésus-Christ, comme on dit, hein, pour les croyants. Alors, c'était 12 000 ans avant où il y a eu un déluge, et non pas un déluge, il y a 2-3 000 ans, comme le dit la Bible. Hein, ça, c'est... Le Vatican cache bien des secrets concernant certaines civilisations disparues. Je vous en ai pas parlé, mais bon, allez sur la chaîne d'Oleg de Normandie, Pagan TV, faites vos recherches, vous comprendrez notamment sur le soi-disant la légende de l'Atlantide. Je vous laisse chercher, chers amis. Moi, j'ai des documents qui prouvent le contraire, qui prouvent que l'Atlantide aurait pu exister, et même elle a existé. Hein? Ce qu'on appelle l'Atlas, Platon l'appelle comme ça, les Grecs l'appellent l'Atlas. L'Atlas, c'est quoi? C'est l'origine du mot atlantique, mais c'est aussi la légende, le nom de la civilisation Atlantide. C'est aussi ça. Faites vos recherches sur Wikipédia. Même Wikipédia le dit. Bon, pas avec fanfare, mais ils le disent quand même. Ils en parlent. L'Atlantide, c'est, d'après l'opinion commune des historiens, de beaucoup d'historiens d'ailleurs, justement des historiens patentés, comme je les appelle, un petit peu comme les journalistes patentés, vous voyez ce que je veux dire? Donc ces historiens disent que, en fait, l'Atlantide, c'est une légende racontée par les Grecs et particulièrement Platon.
Bah oui, mais il y a un historien dont on parle beaucoup, mais vous voyez que même Wikipédia dit de controverser. C'est comme ça qu'ils emploient les termes quand ils veulent traiter un sujet comme de fake news, vous voyez. Enfin, ils ne parlent pas de fake news, mais bon, ils disent que c'est un auteur controversé. Pourtant, il y a pas mal d'historiens qui en parlent autour de cet historien qui s'appelle Jürgen Spanut. Oui, on dit comme ça. Jürgen Spanut. Voilà, ça s'écrit avec un S, Spanut. Spanut, hein, Spanut. Jürgen Spanut. Mais allez voir sur Pagan TV, essayez de voir ce que vous pouvez trouver en compagnie d'Oleg de Normandie. Moi, je le cite tout le temps parce que, bon, je le salue au passage. Comme je vous l'ai dit au tout début, dans ses premières années de sa chaîne, il a fait un excellent travail. Il a fait même un travail unique en son genre. C'est un découvreur unique en son genre. Ça, faut bien le reconnaître, faut bien le dire. Il n'y en a pas deux qui, comme lui, enfin si, il y en a un deuxième, je ne sais plus son nom, mais en plus, il est un ancien abonné de la chaîne de Pagan TV. Mais Pagan TV et comment dire, le blog Esprit Viking, c'est du même auteur, c'est donc Oleg de Normandie. Il vous donne des références à travers ses émissions, ses écrits, il vous donne des références que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. À propos d'histoire de nos civilisations, à propos des Vikings. Vous voyez, là on a lu que Louis III, c'est qui Louis III ça y est, il faut que je retourne rapidement, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. C'est là. Louis III, voilà, Louis III, c'est ça. Alors Louis III aurait battu les Vikings en 800 et quelques. Oui, oui et non, parce que les Vikings, ils sont quand même partis jusqu'aux États-Unis, je vous rappelle. Comment aurait-il pu les battre? Il a peut-être battu une partie de ceux qui se trouvaient dans son royaume, dans le royaume des Francs. Mais il n'a pas battu tous les Vikings. Ça, c'est... Par contre, ce que Oleg de Normandie vous raconte... comme quoi qu'après Charlemagne, les Vikings sont descendus effectivement, ont traversé tout l'Hexagone du nord, en passant de l'Allemagne, la Belgique, il semble bien, et en même temps en détruisant les ports d'importation d'esclaves. Oui, parce que sous Charlemagne, comme je vous l'ai dit, l'empire de Carlus Magnus, ils envoyaient des esclaves à Cordoue ou ailleurs, hein, vous voyez. Ça, on ne vous le dit pas. Et donc les Vikings, en passant par ces pays, détruisaient les ports, justement, comme les Pays-Bas, par exemple. Hein. C'était le plus grand port, d'ailleurs, d'exportation, on va dire, de main-d'œuvre, entre guillemets, à d'autres pays comme Cordoue, notamment. Et donc, ils détruisaient les ports. Et en étant passés à Narbonne et autres, ils détruisaient les ports aussi, à Bordeaux, partout, dans le Midi, partout. Partout où les Vikings sont passés. Alors, où c'est que Louis III a battu les Vikings? Je me pose la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, il a peut-être battu une partie des Vikings qui se trouvaient là, sur le sol de l'Hexagone. Mais les Vikings n'étaient pas que là. Hein. Ils n'étaient pas tous concentrés uniquement ici. Que voulez-vous? Voilà, chers amis. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Bon, l'Atlantide, pas l'Atlantide. À vous de vous faire votre opinion. Moi, mon opinion, je ne vous la donne pas. Mais allez, moi je pense que l'Atlantide a existé. Oui, absolument. Après, c'est un secret du Vatican aussi, qui ne veut pas le révéler, parce que, bon, ça remet en cause toute l'histoire des trois religions, je crois, hein, en tout cas des deux, qui parlent de déluge, qui parlent d'un déluge qui aurait eu lieu, dont Noé serait, comment dire, celui qui a sauvé toutes les parties des vivants de la terre, on va dire, hein, les animaux comme nous, les gens, en prenant un homme, une femme, et puis un mâle et femelle de chaque espèce animale, peut-être aussi quelques espèces végétales, peut-être. Hein. Et donc, ce déluge aurait eu lieu entre 2000 et 3000 ans avant l'ère chrétienne. Ben non. Jürgen Spanut, lui, il parle de 12 000 ans.
Et ça ne fait pas plaisir aux religions, bien sûr. C'est pour ça qu'il est traité d'historien, ainsi que ses pairs, de controversé. Ah oui, parce que la vérité, certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. Et même, comme je vous disais tout à l'heure au tout début de l'actualité, certaines vérités peuvent vous coûter la vie. Oui. Il y a des gens, beaucoup de gens alerteurs, comme on les appelle aujourd'hui, sont morts de façon étrange. De maladies provoquées, ou de suicide, ou de fenestration, ou je ne sais pas moi. Ou certains qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés, quoi. Bon, je ne peux pas vous donner de référence ici, parce que je ne les ai pas en tête, mais il y a des gens qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés. Ou alors qu'on a trouvé leur corps à 400 km d'ici, quoi. Enfin, du lieu où ils se trouvaient. Voilà, alors bien sûr, il y a bien eu d'autres affaires avant, de disparition, de mort, de suicide, ou prétendu suicide. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, de plus en plus, la vérité n'est pas bonne à dire. Parce que la vie de chacun de nous, peut-être pas moi pour le moment, j'en sais rien encore, mais certains craignent à leur vie, hein, notamment Candace Owens, elle le sait qu'elle est menacée, elle le sait, elle se sent menacée. Comme a été menacée ces dames qui sont en procès ou qui ont été condamnées d'ailleurs, je crois, à savoir Natacha Ray et puis Amandine, ces deux dames que je salue pour leur courage, parce que faut avoir du courage pour faire ce qu'elles ont fait. Hein. Moi, je ne sais pas si j'aurais eu la même étoffe. Hein. Ça, je ne sais pas. Ça prouve qu'il y a des gens... Natacha Ray est journaliste indépendante et elle a été malmenée par la presse en disant « Ouais, cette prétendue journaliste indépendante... » Bah si, elle est journaliste indépendante. Et elle, en plus, c'est une dame qui a un cancer fulgurant. Comme quoi, vous voyez, je vous dis, hein, les maladies, ça peut être provoqué hein, aussi. Alors, je ne sais pas pour elle si c'est le cas, j'en sais rien. Mais je ne sais pas si elle avait eu le cancer avant ou quoi. Voilà, chers amis, pour l'actualité. Moi, je ne vais pas plus loin que ça, parce que, écoutez, voilà, hein, il y a des gens il faut savoir un petit peu... Il faut dire la vérité, mais il faut la dire un petit peu de manière à ce qu'on évite un peu... c'est pas que je crains les poursuites ou quoi que ce soit. Bon, de toute façon, comme tout est illégal dans cette entreprise France, je ne crains pas grand-chose. Hein, vous savez, de toute façon... Enfin, c'est pas que je ne crains pas, mais bon... Évidemment, ça impressionne. Ça peut impressionner, mais bon... Il faut avoir assez de courage et assez de lucidité pour dire les choses comme elles sont. Chers amis, on se dit à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux avec les membres de votre famille. Soyez heureux, bien sûr, avec vos amis, vos proches et puis vos collègues de travail. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui travaillent. Pour les autres, écoutez, je souhaite que vous trouviez un jour l'emploi que vous désirez. Et on se dit à très bientôt. Je vais préparer la vidéo sur le générique de fin. Attendez, est-ce que je vais la trouver? Non, je ne la trouve pas. Bon, on va chercher encore un peu. Je continue à vous parler pendant ce temps, comme ça je ne laisse pas de vide. Alors, l'actualité, bien sûr, il y a d'autres sujets dont j'aurais pu vous traiter, mais on n'en finirait pas, et je crois qu'il faut bien se dire que voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Alors, attendez, je ne sais pas si je vais arriver. Oh là là, j'arrive même pas à l'agrandir. Non, je n'arrive pas. Oh, puis j'arrive même pas à l'arrêter. Oh, c'est pas vrai. J'arrive même pas à l'arrêter, c'est vous dire. Hein. Bon, excusez-moi si je m'agace un peu en direct. Oh là là, c'est pas vrai. Ça y est, et non, ça tourne encore. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec eux là. C'est pénible. Bon, on se dit à bientôt, chers amis. La vie est belle. Vous voyez, je vous dis, j'ai beau appuyer, ça bouge pas.
Au contraire, j'essaie de reculer la vidéo, elle avance. Oh là là là, c'est pas possible. Oh Windows, Vous voyez, ça marche pas. Bon, je vais devoir arrêter parce que là, vraiment... Bon, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Je vais l'arrêter. Non, ça fonctionne pas bien. Vraiment, c'est pénible. Mais alors, c'est pénible. Oh là 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 là. J'essaie de l'enlever. C'est pas vrai. My care is like my shadow, laid bare beneath the sun. It follows me at all times and flies when I pursue it. I freeze. Je suis désolé, chers amis, mais voilà, ça ne marche pas. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, Windows, vous voyez, Windows, c'est vraiment... Je vous dis, si vous avez des moyens, bien sûr, ça dépend de votre budget, mais si vous avez des moyens d'acheter un ordinateur, n'achetez pas Windows. De grâce. J'ai fait l'erreur, moi, il y a plus de 4 ans, 5 ans maintenant, d'avoir acheté cet ordinateur, qui pourtant m'a pas été donné, hein, je peux vous dire. Eh bien, ça ne vaut rien. Windows, ça ne vaut rien. Il chiffre trop, c'est trop lent. C'est un système trop lent. Pourtant, c'est un ordinateur professionnel. Mais c'est trop lent. C'est trop lent, je comprends pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Mac Pro?